Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Merci de passer votre début de soirée avec nous sur Europe 1 Soir Week-end. Avec moi dans ce studio, Vincent Roy, journaliste et essayiste. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ophélie Roch va nous rejoindre également, professeur de français et journaliste dans un instant également. Et ensemble, on reçoit ce soir Jean-Christophe Gallien, politologue, communicant. Bonsoir Monsieur Gallien. Bonsoir Guillaume. C'est le gros coup de Donald Trump de ce début du mois d'août, arrivé à rencontrer Vladimir Poutine pour tenter d'obtenir la fin des combats en Ukraine. Rendez-vous est pris donc pour vendredi prochain entre les deux dirigeants en Alaska. Alors, pour mettre fin à la guerre, le président des États-Unis évoque un échange de territoire dans le cadre d'un accord. Moscou réclame à l'Ukraine 4 régions partiellement occupées, dont Donetsk ou encore Zaporijjia et Kherson. Également, en plus, la Crimée annexée en 2014. Peut-on craindre que l'Ukraine soit démembrée, selon vous ? Écoutez, c'est un long feuilleton, c'est-à-dire que rappelons-nous que c'était 48 heures au départ, et puis évidemment, quand on connaît les Russes, on peut estimer que Vladimir Poutine a utilisé les classiques de la diplomatie russe. Là, pour le coup, on est dans quelque chose qui pourrait accoucher d'une réalité, mais sans l'Ukraine. Donc ça paraît difficile aujourd'hui, on voit bien les efforts de M. Zelensky en parallèle de ce tête-à-tête, ou en préalable de ce tête-à-tête, pour essayer de mobiliser ce qui reste à mobiliser autour des deux ogres, je dirais, géopolitiques qui vont se rencontrer en Alaska pour contredire effectivement ce deal qui pourrait naître peut-être en tout cas dans un site du nord des États-Unis la semaine prochaine. Donc il faut encore patienter, parce que dire qu'on aura un accord définitif et qui démembrera l'Ukraine encore une fois définitivement, ça me paraît un peu tôt. Et puis surtout qu'ils sont pas les seuls, même si Zelensky n'est pas invité à la table des négociations, ils ont quand même un peu leur mot à dire, ils vont pas subir, sauf si après ils se font lâcher par la communauté internationale, mais on n'en est pas là encore. Voilà, on voit bien d'ailleurs que Zelensky va chercher des appuis européens, ce qui lui reste aujourd'hui par rapport aux deux têtes d'affiche géopolitiques qui vont se rencontrer. On sent bien d'ailleurs que, au-delà de l'Ukraine, cette rencontre, c'est aussi les affaires courantes à refaire naître entre les deux pays. On parle de l'Arctique, on parle de dossier énergétique. On est dans quelque chose qui est un peu plus large que le dossier ukrainien, évidemment, et qui va vouloir, on connaît Donald Trump, devenir un événement mondial au cœur d'un été qui, lui, est peut-être en manque du point de vue des têtes d'affiche politiques. On va un peu partout, les gens sont non pas en vacances, mais effectivement un peu ailleurs que dans les médias, en tout cas. Et donc là, pour le coup, c'est un moment qui va écraser les médias et aussi l'enjeu géopolitique international à ce moment-là. Donc, pour autant, est-ce que c'est un moment où on décidera de l'avenir de l'Ukraine? Ça paraît encore je vous le dis, un peu tôt et peut-être un peu rapide. Alors, selon le président américain, comme il a pu le déclarer, Donald Trump, on parle d'un territoire, l'Ukraine, sur lequel les combats font rage depuis plusieurs années, et nous allons récupérer une partie de ces territoires. C'est ce qu'a dit le président américain, sans donner plus de détails. Faut lire quoi, selon vous, entre les lignes? Parce que si on lit le président américain, directement, on sait que il y aura déjà des territoires qui vont être donnés à la Russie, enfin, dans ce que lui aimerait. Oui, je pense que là, pour le coup, si on est dans cette logique qui a été préannoncée, en tout cas, vous avez raison de le dire, on est dans un découpage qui va être favorable à la Russie. Très concrètement, on voit une cartographie se dessiner, et qui est encore une fois celle, non pas définitive de ce que voulait Vladimir Poutine lorsqu'il a lancé son opération, ces cartes qu'on appelait Nova Russia, et vous allez beaucoup plus loin, notamment dans le sud de l'Ukraine, et plus en profondeur. C'est un vieux projet. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui, du point de vue ukrainien, est inacceptable. Du point de vue européen, difficilement acceptable. Ça va être un vrai test, là encore, pour ce qui reste de diplomatie européenne, ou en tout cas des grandes entités, et peut-être aussi pour l'OTAN, dans lequel, évidemment, nous avons comme grand partenaire les États-Unis. C'est un moment clé. Je crois davantage, je vous dis, un moment de configuration médiatique ou médiatico-géopolitique, quelque chose qui va avoir résultat. Je le rappelle quand même, toutes les opérations sur lesquelles Donald Trump a mené des négociations de paix ou de cessez-le-feu, il y en a peut-être que 2, et encore elles sont très contestables en termes de résultats, c'est-à-dire ce qui s'est passé très récemment. Hier, notamment entre les Azerbaïdjan. Exactement, mais si vous regardez dans le détail ce qui se passe, là aussi c'est très favorable aux Azéris et très peu favorable aux Arméniens, avec un contexte qui, à mon avis, ne règle rien. Et si vous allez en Afrique, que je connais bien aussi, vous avez celui entre la RDC et le Rwanda qui n'est absolument pas réglé quand on connaît le terrain. Donc, ce qui veut dire que ça n'empêche pas les Azerbaïdjanais et puis les Arméniens d'inciter Poutine à obtenir le prix Nobel de la paix. Ils l'ont quand même cité et demandent à ce qu'ils le reçoivent.
Alors, vous avez deux régimes qui, pour le coup, en Azerbaïdjan, sont très favorables. Du côté de l'Arménie, eh bien, vous avez aussi quelque chose qui est assez contesté au milieu des élites politiques du pays. Il y a vraiment un débat interne qui est très puissant, beaucoup moins en Azerbaïdjan, ça c'est très clair. Mais donc oui, il y a une dynamique aujourd'hui qui est celle-là. Maintenant, concrètement dans les résultats, si vous voulez, quand vous les regardez du point de vue non pas du citoyen, mais des gens qui travaillent sur la diplomatie dans ces deux zones que je viens d'évoquer, on pourrait aller plus loin. Panama, ça a été un échec. Vous avez plein de lieux où la diplomatie rapide et soi-disant efficace du deal de Donald Trump, elle fonctionne en difficulté. Elle n'a pas beaucoup de résultats, hormis pour ses propres intérêts parfois. Pour ses propres intérêts, encore une fois, dans le canal du Panama, c'est pas vrai. Donc quand vous voyagez avec cette espèce de mouvement permanent qu'il a engagé sur le plan diplomatique, aujourd'hui, Gaza et ailleurs, très peu de résultats. Nous sommes avec Jean-Christophe Gallien, politologue, et nous parlons bien évidemment de cette future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui aura lieu vendredi prochain. Vincent Roy, journaliste, a une question pour vous. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce totalement de la fiction, que par exemple Donald Trump se fâche, il en a l'habitude, c'est son caractère, et dise... de toute façon, il est inéluctable que les territoires pro-russes restent à Vladimir Poutine, et si vous ne l'entendez pas de cette oreille en Europe, si M. Zelensky ne l'entend pas de cette oreille, eh bien, débrouillez-vous les Européens, mais moi je lâche l'Ukraine. Écoutez, on a eu plusieurs fois cette tentative qui s'est matérialisée, vous avez raison Vincent de le dire, s'est matérialisée de manière très concrète, à un moment donné, arrêt des livraisons d'armes. Fin de l'aide au renseignement, fin de la protection en matière de ciel aérien, en tout cas elle était réduite, mais en tout cas cette information autour des attaques, ainsi de suite, qui a beaucoup bouleversé l'équilibre de la guerre à un moment donné, cette guerre de position terrible qui est à l'œuvre en ce moment. Maintenant, c'est un deal plus large à mon avis qui va être mis en place là-bas. C'est évidemment l'Ukraine, mais je vous le dis, alors là pour le coup, je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose de plus concret sur les dossiers arctiques. Mais c'est pas un hasard si ça se passe en Alaska. Les deux pays ont 80 km de distance et une longue frontière océanique, on va dire, et avec ça d'autres dossiers à l'intérieur. Donc l'Ukraine, oui, c'est un dossier très spectaculaire, mais c'est une manière de mettre en scène ce que Donald Trump voulait depuis un long moment, rencontrer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a joué au chat russe et a refusé, elle s'est lambinée largement sa diplomatie pour qu'il y ait beaucoup de temps mort, beaucoup d'arrêts. Rappelons-nous encore une fois. Justement, il joue la montre. C'est vraiment ce qu'on a l'impression. C'est-à-dire que là, c'est pas reculer pour mieux sauter. C'est juste, on attend, puis là, on fait une rencontre, on occupe la scène politique internationale. Mais même ce week-end, on n'aura peut-être pas, le week-end prochain, vendredi prochain, ce que Poutine veut tout, en fait. Il veut le beurre, l'argent du beurre, il veut même le bon baiser de Russie de la crémière. Je m'explique, en plus des territoires, président russe, il veut que l'Ukraine renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'OTAN. Mais même, j'ai envie de vous dire, et je vais vous poser la question, monsieur Gallien, même s'il obtient ça à terme, ce sera suffisant pour lui ou il en voudra toujours plus, Vladimir Poutine? Est-ce que dans pareil cas, la Russie, elle peut aussi s'engager sur quelque chose, par exemple, à ne pas attaquer l'Ukraine pendant plusieurs décennies? Même si après, bien sûr, ça n'engage que ceux qui y croient, les promesses. Voilà, vous venez de résumer par votre formule ce qui est à l'heure. C'est compliqué pour le vivre, moi, très quotidiennement. Les diplomaties d'aujourd'hui sont principalement, du rapport de force, des temporalités extrêmement courtes avec des signatures qui n'engagent encore une fois que très peu de temps, voire pas du tout. Donc c'est un temps où on est face à quelque chose qui ressemble, si vous voulez, à ce que vous retrouvez entre des cartels et vraiment les comportements sont à l'œuvre, sont ceux-là. Et vous avez là deux chefs de cartel quasiment qui vont se rencontrer en Alaska. Ça ressemble à ça, qui vont évoquer des affaires du monde. Ça a toujours été le cas. C'est des grands pays qui ont eu des versions géopolitiques très différentes à travers leur histoire, des versions de puissance aussi très différentes, notamment pour la Russie, mais qui aujourd'hui se mettent en scène dans une capacité à dire voilà, on va décider d'une partie des affaires du monde. Alors bien sûr, l'Ukraine, ça restera à démontrer dans le concret. Et Vincent le disait, on peut retirer finalement des avantages, mais on peut aussi rappeler que les États-Unis ont obtenu déjà la possibilité d'exploiter des terres rares, ce qui est quand même leur objectif, qui était aussi l'objectif de Vladimir Poutine dans cette affaire. Voilà, l'idée de Poutine, c'est faire durer, je pense, ça vous avez raison, faire durer le conflit. Parce que je pense qu'il le sait, gagner... Mais votre avis d'expert, c'est faire durer le conflit sur quoi? Sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans?
Vous savez, la machine de guerre russe tourne à plein régime. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que les usines ont été reconfigurées. On est capable aujourd'hui de fabriquer ce qu'on était moins capable jusqu'à présent. Les consommations de munitions, les consommations d'êtres humains sont énormes pour les Russes et finalement aujourd'hui sans aucune baisse d'intensité, plusieurs centaines de milliers de morts, de volume. Exactement. On sent pas une vraie volonté d'en finir avec ce drame parce que ça engage aussi une partie de la réputation générale de la Russie dans d'autres situations, d'autres contrées où l'influence russe existait, donc une défaite serait inadmissible. Et puis ça engage aussi l'interne. L'interne est largement fabriqué, automatisé quasiment pour fournir un effort de guerre, sans qu'il y ait pour autant vous voyez, on n'a pas mobilisé de manière générale. Les Russes sont pas tous appelés à combattre. On est dans un contexte qui est particulier, mais qui obéit à une règle à la fois externe et interne de montrer une puissance, de montrer de la dissuasion, de montrer qu'on est fort, sans pour autant parfois obtenir des résultats, mais en tout cas au prix. C'est un conflit qui tue, c'est un conflit qui consomme énormément de munitions et de matériel, mais qui est aussi un démonstrateur, vous voyez, un démonstrateur et qui permet à chacun aussi de pouvoir avancer. Exactement. Et s'occuper avec les armes notamment et à pouvoir faire avancer cette guerre. J'ai Vincent Roy qui a une question à vous poser. Oui, je vais reprendre une vieille formule, je vais paraphraser plutôt une vieille formule de Michel Audiard. Quand les hommes d'1m90 parlent, ceux d'1m60 se taisent. C'est l'impression que j'ai lorsque je vois Monsieur Poutine et Monsieur Trump parler ensemble et laisser totalement de côté l'Europe qui est forcée d'une certaine façon, là, dans le contexte actuel, d'être muette. Et si vous voulez, en fait, ma question, c'est qu'est-ce que ça dit de l'Europe? Et plus profondément encore, qu'est-ce que ça dit de l'OTAN? Cette rencontre. Sur le plan européen, vous avez tout à fait raison. Ce que je voulais, ça se relie à ce que je disais tout à l'heure sur la manière dont on fait de la diplomatie aujourd'hui, si on peut encore appeler ça aujourd'hui, ce rapport de force permanent. Rappelons-nous ce vote au Conseil de sécurité de Donald Trump, le premier des États-Unis de l'ère moderne, avec la Russie. Voilà. Conseil de sécurité de l'ONU, on est dans quelque chose qui est une révolution géopolitique, mais c'est quelque chose qui obéit à cette règle des cartels dont je vous parle. N'allons pas jusqu'à quelque chose qui pourrait ressembler, mais c'est quasiment ça. Donc aujourd'hui, l'Europe, elle n'est pas configurée pour ça, très concrètement, elle n'est pas configurée pour ça, elle ne peut pas le faire, elle n'est pas organisée comme ça, elle n'a pas cette idée, cette philosophie du monde qui est celle qui est portée par d'autres acteurs, où la puissance, encore une fois, le rapport de force sont permanents sur le terrain économique, on le voit avec Donald Trump, bien sûr on parle des guerres tarifaires, mais il y a une guerre monétaire à l'avancement dont on parle très peu, qui est très puissante, très ennuyante, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à véritablement gagner aujourd'hui, même si le dollar est en baisse et qu'on continue à acheter de la dette américaine. La réalité, c'est que vous avez tout cela qui est à l'œuvre en permanence. Donc, ce conflit de tout, l'Europe, elle n'est pas capable, elle n'est pas outillée, elle n'est pas préparée pour ça. Ni sur le plan philosophique, on l'a dit, ni sur le plan politique, et peut-être encore moins sur le terrain des équipements, j'allais dire. Et après, il y a l'OTAN. L'OTAN, oui, là, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui va être intéressant, parce que les États-Unis sont dedans, mais la Turquie est dedans. Vous voyez, vous avez des gens qui jouent une partie avec un pied dedans, un pied dehors. Quand c'est le pied turc, on s'en fiche un peu parce que c'est pas encore trop puissant. Mais quand si vous voulez, le cartel régional, c'est moins important que celui qui est global. Et oui, Donald Trump, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un cartel global. Et quand je vous dis ça, ça paraît, alors j'imagine que nos Américains vont trouver ça insultant, mais c'est pas le pays que je juge évidemment. C'est la manière de faire aujourd'hui des affaires, de la géopolitique, du conflit. Alors justement, Jean-Christophe Gallien, vous parlez de Donald Trump qui est à la tête de ce cartel mondial. Pour lui, c'est surtout une histoire de leader, de dirigeant. Donald Trump croit que les négociations comme ça, qui vont se faire ce vendredi prochain, là, il va rencontrer Vladimir Poutine. Après, il a fait savoir qu'il aimerait rencontrer aussi Volodymyr Zelensky. Est-ce que pour lui, c'est qu'une histoire de dirigeant? Il a raison? Est-ce que c'est juste mettre en sa demeure et je dis et j'exécute et après vous faites et vous avancez avec ça? Alors ça c'est la version, oui, personnalisation du leadership. On peut rajouter chez Trump quelque chose qui est aussi le développement d'une marque. Tout ce qu'il fait depuis le début dans sa carrière politique correspond à ce qu'il faisait auparavant. Sa marque est celle qu'il déploie, sa marque personnelle est celle qu'il déploie, mais elle est ses marques familiales aussi. On le voit, il n'y a pas un dossier géopolitique
qui, encore une fois, je vous le dis, sont plutôt des dossiers, pour l'instant, plutôt ratés, qui n'est pas, lui, accompagné par quelque chose qui est plus réussi souvent, c'est-à-dire du business, et du business non pas seulement américain, mais du business Trump, de la marque Trump. Donc, on a à l'intérieur quelque chose qui est de cette nature-là, qui relie, oui, une sorte de personnalisation médiatisée, totalement médiatisée. Il tweet quasiment, non pas toutes les minutes, mais quasiment toutes les heures, et ça veut dire que c'est lui qui crée un agenda permanent, mais médiatique, mais géopolitique, et la confluence des deux crée une espèce de vortex qui empêche les uns et les autres, finalement, de poser leur propre définition du monde. Et alors, il y en a un en face qui, lui, est très différent, c'est Monsieur Poutine, qui lui aussi, évidemment, hyper personnalise. C'est pas une marque réellement, même si c'en est une vraie géopolitique aujourd'hui, avec le temps, bien sûr, mais il adosse ça à la Russie, avec une définition extrêmement, là aussi, puissante, guerrière, ambitieuse, mais évidemment très différente de celle de la marque Trump, reliée à celle des États-Unis. Et je pense, quand je vous dis que c'est quelque chose qui se joue, oui, effectivement, dans cette capacité à vouloir imposer. Alors, c'est le troisième partenaire qui, lui, est un peu moins incarné, même si M. Xi Jinping est pas très loin de cette capacité-là, mais en Chine, évidemment, on n'a pas exactement cette même définition, même si ça pourrait exister. Et puis vous avez, dans d'autres secteurs, dans d'autres géographies de la planète, des personnages politiques comme M. Modi, on parlait de la Turquie avec M. Erdogan. Mais vous ne citez pas les alliés occidentaux de l'Europe, là, par contre. Là, vous en parlez pas. Et non, exactement. Alors, justement, est-ce que l'Europe doit soutenir Zelensky quoi qu'il en coûte, ou lui imposer d'accepter un compromis, si c'est ce qui est annoncé vendredi? C'est-à-dire que si l'Europe cède systématiquement et surtout, alors qu'on est encore, même si on n'a pas cette attitude et cette culture et cette organisation dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir lutter dans ce monde de conflictualité réelle, déportée, tout ce que vous voulez, vous avez une capacité quand même qui est celle de résister à des injonctions qui, encore une fois, ne sont pas toujours suivies de résultats. Donc, ce qui veut dire que résister, c'est aussi démontrer qu'on n'est pas d'accord. L'Europe, elle est présente au Conseil de sécurité, la France, la Grande-Bretagne y est aussi, de l'ONU, bien sûr. Alors, c'est une multilatéralisme qui existe peu ou qui a moins d'impact, mais c'est quand même toujours très présent. La France est une puissance nucléaire, il y a une capacité de marché européen, il y a une banque centrale européenne qui est assez puissante, une monnaie qui tient encore la route, on peut le dire. Maintenant, c'est dans la culture du conflit et dans la culture de dire non on peut aussi parfois avancer. L'Europe, elle dit souvent rien ou elle dit oui. Et aujourd'hui, il va falloir un peu peut-être muscler, là pour le coup, une diplomatie ou quelque chose qui peut apparaître aujourd'hui comme parfois soit très isolé, c'est-à-dire les uns et les autres jouent perso, notamment avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie, ça a été le cas longtemps, mais aussi avec d'autres partenaires, la Chine ou même l'Inde, mais devenir plus collectif. Et vous avez raison de le dire tout à l'heure, vous parliez de l'OTAN, c'est un enjeu qui, lui, est un enjeu à la fois interne et externe. Vous avez une Europe qui s'est otanisée sous Biden, avec les démocrates, avec notamment la Suède et la Finlande qui n'étaient pas membres, qui sont devenus des membres de l'OTAN. Et alors ça, c'était une couverture, je dirais, qui otanisait l'Europe, et elle s'est orientalisée aussi beaucoup. Maintenant, il faut que les caractéristiques qui sont la France, l'Allemagne, la Pologne, évidemment, aujourd'hui, qui est un pays important avec l'Espagne et l'Italie, trouvent un moyen, aujourd'hui, d'affirmer quelque chose d'autre que, là, pour le coup, un collectif qui est quand même un peu chancelant. Et ils ont une semaine, en tout cas, pour y penser. Ils ont une semaine, en tout cas, pour s'y faire et pour trouver un accord commun. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant. Merci à vous. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Alors juste avant le journal de Maël, on avait avec nous en invité Jean-Christophe Gallien, politologue, et nous évoquions bien évidemment cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, prévue vendredi prochain. Christophe Roy qui est avec... Vincent Roy, Christophe. Ouais, j'avais Jean-Christophe Gallien, c'est pour ça. Vincent Roy, excuse-moi Vincent. Vincent Roy, journaliste et essayiste. Vincent, cette petite question. Là, ce soir, on apprend à 19h, la Russie fait passer ce message, condamne et rejette le plan israélien de contrôle de la ville de Gaza, notamment par rapport à la catastrophe humanitaire en cours dans l'enclave palestinienne. C'est quand même un peu l'hôpital qui se fiche de la charité, ça. En tous les cas, de ce point de vue, Vladimir Poutine est cohérent. Il avait pris un certain nombre de positions, notamment sur ce conflit israélo-palestinien. Il reste sur la même ligne. Voilà tout. On peut reprocher beaucoup de choses à Vladimir Poutine, mais pas de ce point de vue, ses prises de position et sa cohérence. De ce point de vue, Vladimir Poutine est en rupture totale avec ce que fait Monsieur Netanyahou. C'est pas une nouvelle, c'est pas une nouveauté. C'est dans le courant des choses. Bon, en tout cas, vendredi, la rencontre en
en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump donnera certainement de grosses informations. On aura l'occasion de vous en reparler. La rencontre des poids lourds. Oui, des poids lourds. C'est ça qui est extraordinaire. Ce que disait de votre spécialiste tout à l'heure à ce micro était tout à fait impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe n'a plus. C'est très important ce qu'il disait. Il disait l'Europe n'est pas structurée. Hein. C'est-à-dire n'a pas les armes d'une certaine façon pour pouvoir peser dans ses décisions. C'est quand même terrible. Et l'OTAN, alors encore pire, puisque vous avez l'un des pontes de l'OTAN, celui qui a les plus gros bras, si j'ose dire, à l'OTAN, qui lui va discuter avec Poutine en laissant totalement de côté l'Europe. Il faut voir la situation géopolitique dans laquelle nous nous trouvons. C'est la raison pour laquelle je paraphrasais tout à l'heure cette phrase d'Audiard, quand les types de 2 mètres parlent aux types d'1,60 m, les types d'1,60 m se taisent.